Nous sommes ce matin sur le site de la Bastille, je pense avant tout parce que c'est un site emblématique de notre territoire. C'est un site qui est très fréquenté, premier site touristique de l'Isère. Et donc il y a énormément d'enjeux. Ça pourra faire écho très fort avec les recherches des universitaires parce que les collectivités sont dans une nouvelle dynamique de valorisation de cette Bastille pour valoriser tout ce patrimoine tant naturel que historique et également trouver un équilibre, c'est l'enjeu en fait de toute cette dynamique, trouver un équilibre entre fréquentation et préservation. Dans le cadre du programme POPSU, l'une des équipes de recherche à laquelle nous avons participé, Nicolas et moi-même, a cherché à comprendre une chose assez simple, c'est pourquoi sur le territoire grenoblois, au cours de l'urbanisation progressive de la ville de Grenoble au cours des 19e et 20e siècles, la géographie, ou plutôt devrais-je dire les géographies du territoire, avaient été quelque peu oubliées. Et quand je dis géographie, j'entends des choses relativement simples, les grands éléments topographiques du site, à savoir la plaine qui s'est progressivement urbanisée, le réseau hydrographique, l'eau, et également la pente. Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu les descriptions de Grenoble, quelles qu'elles puissent être, scientifiques, politiques, touristiques, c'est la montagne souvent qui prévaut et le territoire grenoblois ne serait finalement qu'un écrin tout dévolu à observer la montagne, magnifique, magnétique et quelque part aveuglante. Donc tout notre travail a consisté à se poser une question assez simple dans le fond, c'est comment sont pris les géographies en compte dans les documents d'urbanisme, les projets d'urbanisme. Et on se rend bien compte qu'au cours des 2 derniers siècles, l'élément géographique est tour à tour contrainte, risque et ressources. Et au jour d'aujourd'hui, il y a fort à parier qu'il faut dépasser cette trinité pour pouvoir retrouver l'essence même du territoire. Retrouver ces géographies en fait, du site grenoblois, nous l'avons tenté en organisant des grandes traversées, des transects, sur l'ensemble des vallées qui composent la métropole, qui nous a permis de façon multi-acteurs, c'est-à-dire des chercheurs, des opérationnels et les personnes de la gouvernance, eh bien de voir à la fois nos territoires qu'on a peut-être un peu oubliés, un peu délaissés, de voir des singularités toujours présentes qui peuvent être réactivées et de voir aussi une source de trésors, d'endroits magnifiques qui composent la métropole, qui de loin n'est pas unitaire dans ses paysages et sa géographie. Alors interroger ces grandes traversées qui partent des pentes et qui traversent bien sûr nos différentes rivières, nous amène directement à travailler sur la Bastille comme icône, comme emblème de cette question-là. La Bastille est-elle un lieu urbain ou est-elle un lieu qui appartient aux montagnes? Évidemment, la chose ne peut pas être tranchée. La Bastille, c'est à la fois une pente, mais c'est un éperon rocheux qui nous amène sur le massif de la Chartreuse. Et au pied de la Bastille, évidemment, c'est l'Isère qui coule, mais le rapport à ces pentes n'est pas si évident. On travaille sur le site de la Bastille, soit en menant des études pour le compte de ces collectivités, Ville de Grenoble en premier lieu, qui souhaitent mener à bien leurs projets, répondre aux attentes des usagers, etc. Soit en accompagnement de notre partenaire technique qui est l'université, qui mène actuellement et depuis fort longtemps des travaux d'étudiants sur l'ensemble du site de la Bastille et de ses parties constitutives. La Bastille, c'est un site qui pose question et l'une des manières de questionner le site, c'est souvent de travailler avec les collectivités locales, l'agence d'urbanisme, dans le cadre d'ateliers de projets qui sont problématisés avec un certain nombre de questionnements. Et si je devais en retenir un certain nombre, puisque beaucoup de projets ont été réalisés, je dirais que la première chose qui ressort des travaux d'étudiants, c'est souvent la Bastille n'est pas une, elle est multiple. La Bastille est souvent qualifiée de poumon vert, certes, mais la Bastille ne peut être réduite à cela. La Bastille, déjà, c'est en soi un système de parcs. Vous avez le parc du Jardin des Dauphins, c'est l'entrée urbaine, et je crois qu'il faut le souligner, d'un parc régional, le parc de Chartreuse. C'est aussi un espace touristique
mais un espace touristique qui partitionne le site. On se concentre souvent sur la partie sommitale de la Bastille ou la partie qui est au pied de la Bastille, et on oublie souvent qu'elle est constituée de strates. Et ces strates sont plus ou moins habitées, parce que la Bastille c'est aussi un espace que l'on habite à ses pieds, que l'on habitait jusque-là sur la strate du Rabot, et que la faune et la flore habitent à bien des égards sur l'entièreté du site. Du coup, se saisir de la Bastille comme un espace de projet, c'est déjà se poser la question de l'échelle. Depuis le bâtiment jusqu'au parc ou au système de parc, et puis son articulation plus globale avec la ville, la plaine urbaine en règle générale, tout particulièrement à l'heure du règlement climatique, de la nécessité de retrouver des îlots de fraîcheur urbaine dans un monde qui se réchauffe, oblige encore une fois à se poser la question à la bonne échelle. Ça, c'est la première chose que peuvent nous apporter les étudiants. La deuxième chose, qui est très intéressante, c'est que la Bastille, elle se voit. Elle se voit de Grenoble, elle se voit de Saint-Martin-le-Vinoux, elle se voit de la Tronche, de Coran, elle se voit de loin, mais elle ne se raconte pas. Or, la Bastille, c'est Grenoble. Quand je dis Grenoble, c'est la métropole grenobloise. C'est toute l'histoire de Grenoble qui se raconte sur la Bastille. Et puis au final, ce que nous disent aussi les étudiants, c'est qu'au-delà de cette constellation de patrimoine qu'il faut fédérer, c'est aussi fédérer une vision peut-être sur cette diversité. Il faut se saisir de cette compilation de savoir pour pouvoir amorcer cette mise en projet de la Bastille et peut-être probablement de la métropole géographique grenobloise. À l'actualité des ateliers menés par les étudiants, l'agence a demandé à l'ENSAG et à l'IUGA sur plusieurs années une sorte de cycle de commandes d'ateliers pour essayer de mieux comprendre cette occupation et cette appropriation du site de la Bastille et de ses différentes composantes par les habitants, par les touristes, par l'ensemble des usagers. Donc, on a mené en 2019 avec les étudiants de l'IUGA un premier cycle d'ateliers qui était sur les représentations que ce site génère chez l'ensemble des habitants grenoblois, des habitants métropolitains, mais aussi à l'étranger. Et on mène cette année une deuxième partie d'atelier qui concerne plus les usages en fait, que l'ensemble du site de la Bastille connaît et génère, ces usages étant multiples, qu'ils soient sportifs, culturels, déambulatoires. Et ils sont aussi multiples dans le temps, entre jour et nuit. C'est un site qui est multipratiqué aussi la nuit par des usages un peu alternatifs et aussi différents suivant les saisons. Oui, alors les étudiants, qu'ils soient en urbanisme ou en architecture, interrogent le site de la Bastille. En fait, depuis de nombreuses années, ça a toujours été un espace d'interrogation pour qui veut faire de l'architecture et de l'urbanisme en croisant les questions de territoire. Donc on voit moins des grands projets d'aménagement que la fabrique de nouveaux chemins, de nouveaux systèmes mécaniques ou pédestres pour accéder à son sommet ou à des parties intermédiaires. On voit aussi des projets qui se présentent plus comme des processus pour prendre le temps de réfléchir au devenir de chaque lieu, de chaque strate qui compose la Bastille. Certains y vont des fois de petites folies architecturales, d'autres d'éléments qui sont des éléments que l'on peut usiter le temps d'une marche, comme un observatoire, ou le temps d'une nuit, pour le fait de pouvoir y dormir et d'être dans une situation entre montagne et ville, en fait. Voilà, donc c'est une dimension programmatique qui passe beaucoup par l'expérience du corps, l'expérience de la vue, du son, et peut-être une expérience aussi de mise en retrait de la métropole dans laquelle on habite, qui fascine les étudiants et qui n'ont pas peur de proposer d'ailleurs des espaces même de retraite, autant d'un côté, autant que des espaces extrêmement ludiques de l'autre. La Bastille connaît une nouvelle dynamique aujourd'hui, lancée par la ville de Grenoble, qui a souhaité se lancer dans un plan guide avec une multitude de partenaires. L'intérêt, c'est bien de réfléchir à plusieurs, parce qu'on voit bien que sur ce site de la Bastille, ça rassemble énormément d'acteurs.
donc en passant par l'État, qui est propriétaire de plus de 10 hectares sur la Bastille, en passant également par la région et le département, avec le musée dauphinois et puis le musée sur la rue Saint-Laurent, et puis également la métropole, bien évidemment, avec toutes ses compétences, le parc naturel de Chartreuse, et puis les 3 communes, donc Grenoble, Saint-Martin-le-Vinoux et La Tronche. Donc la ville de Grenoble a souhaité lancer cette dynamique parce qu'il y a une actualité importante sur ce site de la Bastille qui est le départ du Crous à l'horizon 2025. Et donc il s'agit de savoir sur ces 10 hectares propriété de l'État, qu'est-ce qu'on pourrait faire et qui va possiblement donner une nouvelle identité à cette Bastille. Au-delà de la cité du Rabot, occupée par le Crous et qui libérera donc en 2025, il y a également 2 bâtiments qui restent de la période universitaire de cette Bastille, qui sont les 2 bâtiments anciens bâtiments Dolomieu et anciens bâtiments IGA. Ces 2 bâtiments sont propriétés de promoteurs immobiliers à l'heure d'aujourd'hui et il y a un des 2 bâtiments qui est en cours de construction pour en faire un lieu d'hébergement temporaire, une espèce de coworking, co-living où des chercheurs, des étudiants qui viennent sur un temps court sur le territoire grenoblois peut effectivement à la fois habiter, à la fois travailler, mais également il y a des espaces de restauration et des espaces de remise en forme. Donc nous avons une actualité importante sur ce que l'on appelle cette fameuse terrasse intermédiaire, c'est-à-dire entre le site sommital de la Bastille, qui a sa propre dynamique beaucoup tournée autour du tourisme, avec le téléphérique qui monte effectivement 350 000 personnes par an sur ce site sommital, et puis également le bas de la Bastille, le pied de la Bastille, qui a été refait assez récemment avec ces terrasses de restauration tout le long des quais de l'Isère, qui représentent effectivement un lieu très dynamique, notamment en fin de journée et en soirée. D'ailleurs, se pose la question de l'échelle de travail. Là, nous parlons plutôt de la Bastille grenobloise, mais la métropole est à nos côtés, car il y a des enjeux à prendre en considération tant du point de vue des risques que du point de vue des mobilités, que du point de vue des espaces naturels à une plus large échelle. Nous avons travaillé main dans la main avec l'agence d'urbanisme qui a mené pour le compte de la ville de Grenoble 3 études différentes qui alimentent cette réflexion. Une étude en 2019 sur l'ensemble du site de la Bastille grenobloise, une étude en 2020, une étude zoom en quelque sorte sur la cité du Rabot par rapport à cette actualité du Crous qui s'en va en 2025, et puis également une 3e étude qui nourrit la réflexion Bastille qui a été menée sur les berges de l'Isère. Les premières catégories qu'on peut mettre en avant sur le site du Rabot, c'est vraiment des enjeux qui sont relatifs à la mise en projet possible de ce site. En premier lieu, la mise en sécurité, puisqu'on est sur un site de montagne, même si c'est de la montagne urbaine. Donc mise en sécurité par rapport à l'ensemble des risques naturels ou de l'état du patrimoine et des fortifications. Une des deuxièmes conditions de mise en projet, c'est le sujet de l'accessibilité à ce site du Rabot, qui est vraiment une des conditions sur lesquelles les élus doivent pouvoir se positionner, élus et techniciens, mais élus en premier lieu doivent pouvoir se positionner, puisque le niveau d'accessibilité au site du Rabot déterminera vraiment ce qu'on peut y envisager. Et à ce titre, nous, on pousse une idée qui nous semble assez opportune, c'est celle possiblement d'un ascenseur urbain, qui serait un nouvel objet, alors infrastructure de mobilité, mais aussi nouvel objet phare architectural qui serait sacrément intéressant à pouvoir réfléchir et éventuellement mettre en œuvre par la suite comme condition première de mise en projet du site du Rabot.